Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Monsieur le juge Lavergne, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais que nous revenions à ces 250 jeunes supplémentaires venus travailler sur le site de B3. Vous avez dit qu'ils venaient tous du même endroit, du district de Meymout. Je voudrais savoir, est-ce que c'était des personnes qui étaient Cham ou est-ce que c'était des Khmers? Réponse. Ces 250 jeunes venus de Meymout étaient tous Khmers. Vous avez également dit que s'ils avaient été envoyés à B3, c'est parce qu'on estimait qu'ils avaient peut-être des sympathies avec les Vietnamiens. Est-ce que vous confirmez cela? Réponse. Ce que je savais, c'est qu'ils vivaient tout près de la frontière avec le Vietnam. Je ne savais pas bien les raisons précises pour lesquelles ils avaient été envoyés dans le centre et dans la région relevant de ma supervision. Eh bien, monsieur, dans votre déposition qui est à la cote D125/184 ou E3/368, vous aviez dit « Ces gens de Ta Mang étaient accusés d'être affiliés aux Vietnamiens ». Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Réponse. Tout ce que je savais, c'est qu'ils vivaient près de la frontière avec le Vietnam. Mais je ne savais pas bien s'ils avaient des liens réels avec les Vietnamiens. Je présume qu'ils devaient avoir des liens d'une nature ou d'une autre avec les Vietnamiens et que c'était la raison pour laquelle ils avaient été envoyés là-bas. Vous avez été informé par le district de l'arrivée de ces jeunes. Est-ce que ça a été discuté au cours de réunions? Réponse. Quand ces 250 jeunes sont arrivés, le district a aussi donné des informations à leur arrivée. Selon ces informations, une force supplémentaire de 250 personnes était ajoutée à la force existante et l'on disait qu'ils venaient de la commune de Tam Mum dans le district de Meymout, lequel était proche de la frontière vietnamienne. C'est un district qui ne dépendait pas du secteur 505. Est-ce qu'au niveau du district, on vous a indiqué s'il y a eu des demandes qui avaient été adressées aux autorités supérieures pour le transfert de cette population? Réponse. Je ne connaissais pas bien la situation. J'étais sur le chantier et à leur arrivée, on a dit que c'était 250 personnes qui étaient ajoutées. Et ces 250 personnes, elles ont disparu subitement. Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Réponse. Ils sont restés un peu plus de 2 mois sur mon chantier. Ensuite, ils ont été envoyés ailleurs. J'ai entendu dire qu'ils avaient été envoyés à Kampong Thom. C'est tout ce que je savais. J'ai entendu qu'ils avaient été envoyés à Kampong Thom. Et à ce jour, je ne sais toujours pas si certains d'entre eux ont survécu. Alors peut-être que tout à l'heure je n'ai pas bien entendu ou je n'ai pas prêté assez d'attention, mais j'aimerais que vous me redisiez clairement où était situé B3. Réponse. B3. Était situé à un endroit, si l'on y va depuis Sandan, c'est par la route 7, mais il y a une nouvelle route qui va directement à Stongtreng. C'est la vieille route vers Stongtreng à partir de la commune de Sandan. La commune de Sandan était à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kratje. Il y a une vieille route qui va à Stongtreng. Sur 15 km, il n'y a pas de pavé. C'est une route qui part de la nationale. Et après 2 km, on arrive à Okokut. Et c'est là que se trouvait B3. C'était aussi connu sous le nom de Sraerong ou B3. Sraerong était divisé en 2 parties. Il y avait un lieu de résidence et un chantier. La partie située plus bas, c'était pour l'agriculture, et la partie située plus haut, c'était pour le chantier. Donc, est-ce que B3 était situé à proximité d'un village qui s'appelle Kekot, qui est situé dans le sous-district de Sambok, district de Kratje, province de Kratje? Réponse. B3 se trouvait près du village de Sraerong. Il n'y avait pas de villageois là-bas, c'était une rizière. Actuellement, l'endroit où se trouvait B3 appartient au district de Kratje partiellement et partiellement au district de Sambo. C'était donc divisé en 2 à partie égale entre ces 2 districts. Je voudrais que nous revenions aussi sur l'arrivée des gens du peuple nouveau. Vous avez indiqué que lorsque vous avez pris la tête de la coopérative de Sambo, de la commune de Sambo, vous avez vu plus de 100 familles de gens du 17 avril. Alors, je voudrais savoir, 100 familles, ça représente combien de personnes? Réponse. Les membres du peuple nouveau qui ont été évacués de Phnom Penh vers le district de Sambo étaient du nombre d'une centaine de familles, mais je ne peux pas donner de chiffre exact. Quant au nombre de personnes, je ne pouvais pas savoir le chiffre exact. Est-ce qu'il y avait des minorités ethniques sur le territoire de la commune de Sambo? Réponse. Dans la commune de Sambo, il n'y avait pas de minorité ethnique. Toute la population était khmer. Mais dans le district de Sambo, il y avait, pour l'essentiel, des groupes minoritaires. Alors, je
souhaiterais qu'on remette au témoin un document qui est le document D125/8. Il s'agit de l'audition d'un témoin. Pour des raisons de confidentialité, il ne me paraît pas utile de dévoiler l'identité de ce témoin, mais par contre, M. Yoon Kim et son conseil peuvent avoir accès à cette information, et donc je pense qu'on peut remettre donc le document D125/8 à M. Yoon Kim et à son conseil. Le président, huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin et à son avocat. Maître, veuillez prendre lecture du nom qui figure sur ce document pour vérifier qu'il s'agit bien de la personne visée. Cependant, son identité ne peut être divulguée. Il ne faut pas citer le nom du témoin qui a fait cette déposition, et ce, conformément aux mesures de protection applicables aux témoins. Point. Le président, allez-y, maître. La défense. Merci, monsieur le président. Bonjour. J'ai une demande de précision. Le nom, ou plutôt, le témoin en question, dont le nom apparaît sur le document, est-il prévu de le citer à comparaître? Je crois comprendre qu'on peut utiliser uniquement des dépositions de témoins émanant de témoins qui ne sont pas cités à comparaître. Corrigez-moi si je me trompe. Le président, monsieur le juge Lavergne, vous pouvez répondre à la demande d'éclaircissement de la défense de Nunchia. Alors, je crains que cette demande nécessite quelques recherches parce que je ne sais pas si effectivement ce témoin figure sur la liste des témoins que la Chambre envisage d'entendre. Mais à mon avis, je ne le crois pas. Et cela étant, on peut faire effectivement des vérifications et je vois que M. le procureur a peut-être des informations. Le président. La parole est à l'accusation. L'accusation. Ce témoin ne fait pas partie de ceux qui ont été choisis pour venir déposer. Je ne pense pas que nous ayons proposé ce témoin en outre. That suits our purpose. La défense, très bien, cela nous convient. Alors je vais, pour les besoins du transcript, donner les références ERN. Alors les références ERN en khmer sont 0019 44 74 à 0019 44 80. ERN en français 0027 23 04 0027 23 10. ERN en anglais 0027 22 97 à 0027 23 03. Voilà, donc il s'agit d'un témoin qui a indiqué avoir fait partie d'une unité de miliciens et avoir indiqué qu'en 1976, il avait été placé dans une coopérative qui se trouvait dans le village de Kreng Passat. Et il a décrit les conditions de travail dans cette coopérative. Il dit ceci, c'est en page 3 de la version française. Entre juin et juillet 1976, j'ai été retiré et replacé dans une coopérative
se trouvant dans le village de Kreng-Prasat. On m'a forcé à travailler jour et nuit, tant dans la rizière, dans les champs, dans la garde des bœufs et des buffles, que dans la culture des légumes. Je n'avais pas de temps libre. À cette époque, il n'y avait pas encore de machine à décortiquer le riz. On utilisait la main-d'œuvre de 20 à 30 personnes par jour pour piler le riz. La nourriture n'était pas suffisante et on mangeait collectivement. Parfois, on avait le droit d'avoir que du riz ou du potage de riz par repas. À la fin de l'année 76 et au début de l'année 77, de nouveaux habitants étaient entrés dans toutes les coopératives. La majorité de ces nouveaux habitants étaient du peuple nouveau, provenant de partout. Une partie était la population de l'Est, soit de Kampong Cham, qui était envoyée à cette région 505. À leur arrivée, les habitants du 17 avril se taisaient et certains d'entre eux mouraient de faim. Certains des habitants provenant de l'Est étaient décédés à cause de l'insuffisance de nourriture et certains d'autres à cause du manque de traitements médicaux. Il explique un peu plus loin quelles sont les sanctions qui étaient imposées aux contrevenants, aux instructions qui étaient données. Il dit aussi que par la suite, il a été retiré, qu'il a été replacé à la coopérative de Vatanak, dans le village de Vatanak, et ce pendant 1 an, et qu'il ne connaissait pas le chef de cette coopérative-là. Par contre, il dit plus bas, « Je ne me souviens que du grand-père Kam, chef de la coopérative du village de Kreng-Prasat. Son village natal était à Bosknol. Il habite aujourd'hui dans le village de Vatanak, commune de Vatanak, district de Sambo, province de Kratchi. » Voilà, alors à ce stade, monsieur le témoin, est-ce que ce que je viens de lire vous paraît correspondre à la réalité ou est-ce que c'est quelque chose de différent de ce que vous avez vécu? Et selon vous, qui peut être le grand-père Kam, chef de la coopérative du village de Kreng-Prasat? Réponse. Je vais vous donner des explications. Cette déclaration de témoin n'est pas vraiment exacte. Les mentions qui sont citées dans ce procès-verbal d'audition, eh bien, en fait, il était de la sécurité du district, puis il a été désigné chef de la coopérative de Sraken, ensuite il a été transféré et devenu chef de la commune de Vatanak, et par la suite il a été arrêté. Mais par chance il a survécu. Cette déclaration n'est pas exacte, comme je l'ai dit. Je ne peux donc pas accepter ces déclarations. À la coopérative de Sraken, moi-même j'en étais responsable. Alors, pour compléter cette déclaration, je précise que le témoin en question a également indiqué que par la suite, il avait effectivement été arrêté, qu'il avait été conduit à Kokdoy et que le chef de la prison de Kokdoy, à l'époque, s'appelait Tan Sa-Run et qu'il était le successeur d'un nommé Bon.
Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Réponse. Concernant le superviseur à Kokedoik, même si j'étais à la coopérative de Sraikön, dans le village de Kangprasat, près de Kokedoik, je ne savais pas exactement qui était le superviseur. Je savais juste que Sarun était responsable de ce chantier, mais je ne savais pas qui était le chef. Je ne savais pas qui étaient les prédécesseurs. Im en sait sûrement plus que moi sur l'identité du chef du site parce qu'il était situé près de cet endroit. Est-ce que vous avez entendu parler d'un endroit qui s'appelait la commune 100, 100 comme le chiffre, et qui a priori était une commune où on défrichait la forêt, où on a envoyé un certain nombre de personnes, et peut-être des soldats de Nol et des anciens fonctionnaires du précédent régime? Réponse. J'ai juste entendu citer le nom de cette commune 100, mais je ne sais pas où elle était située. Moi-même, par nature, je ne cherche pas à m'occuper des affaires des autres. Et qu'est-ce qui se passait dans cette commune 100? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne sais pas où se trouve cette commune et donc je ne savais pas ce qui se produisait à l'époque dans cette commune. Et cette commune était située où? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas si elle était dans le district de Kratché ou de Snoul. Alors, quelques questions maintenant concernant les populations Cham. Est-ce que vous aviez entendu parler d'un mouvement généralisé des Cham, de leur province? Est-ce que selon vous, les Cham qui sont arrivés, est-ce que vous avez d'abord noté la présence de Cham sur votre coopérative et est-ce que ces Cham faisaient partie d'un groupe plus important? Réponse. J'ai vu que les Cham avaient été évacués à la commune de Vatanak alors que j'en étais le chef. Cependant, ils n'étaient pas considérés comme différents des autres personnes. Nous étions tous membres de la coopérative, nous travaillions tous ensemble. Pour ce qui est d'autres endroits, d'autres provinces, pour ce qui est sur le sujet de l'évacuation des Cham, je n'en avais aucune connaissance. Alors, je voudrais que l'on remette un autre document au témoin et à son avocat. Il s'agit du document D166, barre 1, 7, 9, 176. Donc là aussi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de dévoiler le nom du témoin en question. Et je pense que, par contre, cette information peut être communiquée à M. Yun Kim et à son avocat. Alors, Monsieur le Président, si vous voulez bien autoriser
a remis ce document. Le président. Oui, allez-y, monsieur le juge. Huissier d'audience. Veuillez remettre le document en question au témoin et son conseil. Le président. Monsieur le juge Laverne. Pouvez-vous identifier une fois de plus le document? L'huissier d'audience dit ne pas avoir reçu la cote du document. Alors, la cote du document est D166 bar 179. Et les ERN en Khmer sont 00 34 95 11 à 00 34 95 20. L'ERN en français est 00 40 70 22 jusqu'à 00 40 70 30 et en anglais 00 35 34 91 à 00 35 34 99. Voilà, donc il s'agit d'un témoin qui indique qu'avant le 17 avril 1975, il habitait dans un village qui s'appelait Prektok, commune de Tonlebet, district de Tangkhum, province de Kampong Cham. Il a indiqué qu'il y avait 100 habitants dans son village et qu'après le 17 avril 1975, sa famille a été... Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La défense demande la parole. Maître, allez-y. Maître Yanouti, je regrette, monsieur le juge, mais j'ai la même question que tout à l'heure. Je pense qu'il est important que les règles s'appliquent à tous de façon cohérente. Est-ce que ce témoin est sur la liste des témoins qui seront cités à comparaître par la Chambre? Le procureur. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, non, cette personne n'est pas citée à comparaître. Mais je rappellerai à la Chambre et au Conseil que l'autre jour, le Conseil international de Nocha a demandé à poser des questions à un témoin et de lui montrer les déclarations de quelqu'un qui était cité à comparaître, et cela a été permis avec la condition que l'on ne révèle pas l'identité du témoin. Donc voilà la pratique. Il ne faut pas mentionner les noms des témoins. Et cela a commencé quand la défense a demandé à pouvoir le faire, ce qui a été permis. Et donc je ne vois pas tout à fait la raison pour laquelle on pose ces objections, mais je peux vous dire toutefois que ce témoin n'a pas été cité à comparaître par la Chambre. Maître Yanouti, ce n'est pas une objection, ce n'est pas du tout une objection, c'était une demande de précision sur la procédure en vigueur. Et comme nous le savons tous, la procédure évolue et change presque sur une base hebdomadaire au sein de cette Chambre. Donc, à un certain moment, on n'avait pas le droit de montrer à un témoin les déclarations d'un témoin qui était cité à comparaître. Mon confrère a demandé l'autorisation de la Chambre, on lui a donné l'autorisation sur une base exceptionnelle, il n'avait pas du tout été clair les motifs de cette décision. Cette règle n'a jamais été clairement exprimée. Donc j'essaie simplement d'avoir un peu de précision. C'est tout ce que j'ai demandé, ce n'était pas une objection. Le président, la défense de Yang Sari, ici.
Maître Angoudon. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Ce n'est pas une objection. J'ai une question. Les juges ne sont pas censés présenter des preuves à charge ou à décharge. Et chacune des parties demande à faire venir des témoins qui seraient à charge ou à décharge. Mais il peut être préférable de laisser aux parties le soin de lire ces déclarations de témoins pour voir si des témoins proposés par les procureurs auraient peut-être été aussi proposés par d'autres parties. Le Président. Je vous remercie, mais la Chambre rappelle aux parties de faire bien attention avec tous les documents qui sont proposés à être déposés au débat. Les parties n'ont pas à attendre que la Chambre pose des questions. Nous devons La Chambre doit s'assurer d'un déroulement efficace et rapide de la procédure. La Chambre rappelle régulièrement aux parties qu'elle doit prendre des mesures strictes pour assurer le bon déroulement de la procédure. Si une partie quelconque considère qu'elle a une objection à faire, elle doit présenter les fondements de son objection et le faire brièvement de sorte à ce que la Chambre puisse trancher rapidement. La défense de Kieu-Sampan a maintenant la parole, mais veuillez garder à l'esprit que la prochaine fois, veuillez vous exprimer en temps opportun lorsque l'on discute d'une certaine question, et il faut que les parties s'expriment avant que la Chambre tranche. La Chambre a déjà rappelé aux parties qu'une fois qu'une question a déjà été tranchée par la Chambre, il ne faut pas la revisiter. Donc, qu'avez-vous à dire? Je serai très bref, Monsieur le Président, mais simplement dans la suite logique de ce que vous venez d'indiquer, je trouve qu'il ne serait pas anormal que l'obligation qui nous est faite de signaler à l'ensemble des parties, au moins la veille d'un interrogatoire, les documents que nous entendons utiliser, soit également mise à la charge des magistrats lorsque ceux-ci entendent utiliser des documents, ce qui nous permettrait, nous aussi dans un souci d'une plus grande célérité d'audience, de nous préparer efficacement à l'interrogatoire de la défense qui va suivre. C'était ma remarque. Le Président. Monsieur le juge Laverne, vous pouvez poursuivre. Bien, simplement, en réponse peut-être à ce qui vient d'être dit, je noterai que les obligations qui pèsent sur les parties ne sont pas celles qui pèsent sur les juges. Il y a une différence qui me paraît assez évidente. Je note par ailleurs avec une certaine satisfaction que l'équipe de Nunchea a indiqué que toutes les règles de procédure devaient s'appliquer à toutes les parties. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors revenons-en donc à ce témoignage de cette personne qui habitait en 1975 dans un village de 100 personnes et qui était Cham. Elle indiquait donc que sa famille a été déportée et elle a été envoyée au village de Sambo, commune de Sambo, district de Sambo, province de Kratchie.
précise d'ailleurs que les autres habitants de son village ont été déportés vers d'autres provinces, telles que la province de Kratchier, la province de Battambang et d'autres provinces. Et elle précise ceci en ce qui concerne les conditions de vie à Sambo. C'est à la page 5 de la version française. Quand nous sommes arrivés dans le district de Sambo, nous avons été autorisés à vivre avec le peuple ancien dans le village. Ils ont décidé que chaque famille devait vivre avec une famille du peuple ancien. Nous habitions sous leur maison. Un homme habillé en uniforme noir, avec un cramar rouge passé autour du cou, avec des sandales de pneus de voiture aux pieds, nous a accompagnés dans cette maison. Un peu plus loin, il dit ceci. Nous commencions à travailler à partir de 3 heures du matin jusqu'à 11 heures, avant de faire une pause pour prendre un repas. Puis nous recommencions à 1 heure jusqu'à 5 heures, et en fin d'après-midi, avant de faire une pause pour prendre un autre repas. Ensuite, nous recommencions à piétiner le paddy, et encore à partir de 6 heures jusqu'à 9 heures du soir, avant de nous reposer. Alors, là encore, monsieur le témoin, est-ce que ceci correspond à vos souvenirs ou est-ce que ce sont des choses différentes? Réponse. Donc, à propos de l'évacuation des Khmers musulmans à Sambo, je n'en sais rien. Dans la commune de Sambo, il y avait il y avait plusieurs sortes de gens qui y habitaient, mais il n'y avait pas de classification particulière. Et je ne pouvais pas bien comprendre. Et je ne savais pas que des gens étaient forcés de travailler jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Je ne sais donc pas ce qui s'est passé avec ces Khmers musulmans, ou Cham. Alors, en lien avec cette question, et sans que je n'ai une question directement à poser aux témoins, je voudrais simplement noter que figure dans le dossier à la cote E3/154 un télégramme qui s'appelle télégramme 15, adressé au frère Paul et qui est copié à frère Noun, frère Dunn, frère Yem et aux archives. Le signataire est un nommé Chon, et dans ce télégramme, qui est daté du 30 novembre 1975, il est question des déplacements de la population Cham, et des déplacements qui sont des déplacements conséquents, puisqu'il est question de 50 000 habitants et de 100 000 musulmans dans la zone Est. Voilà, je n'aurai pas d'autres questions à poser aux témoins à ce stade, Monsieur le Président. Le Président. Merci. Il reste encore un peu de temps avant la pause déjeuner. Mais peut-être n'est-il pas encore temps de laisser la parole à la défense de Nonchea. En fait, monsieur le témoin, j'ai des questions à vous poser. Car vous étiez quelqu'un d'important au niveau local. Vous avez travaillé comme secrétaire de commune et aussi chef de coopérative et aussi de travail de B3. J'aimerais savoir
jamais reçu des moyens de production de la part de l'échelon supérieur? Et par moyens de production, je veux dire des outils, des bêches et autres outils de travail agricole, et y compris aussi des pièces détachées de la part de l'échelon supérieur. Réponse. Ces outils, que ce soit des outils agricoles, des bêches, des pelles, des socs, ça nous était remis par le niveau du district qui, lui, le recevait du secteur. Et les différents niveaux présentaient la demande. Après 75, ou plutôt avant 75, il y avait pénurie d'outils. Après 75, nous en avions beaucoup. Au site de travail B3, tout le monde a reçu une bêche. Et des pelles aussi. Et des socs. Pour ce qui est de machettes, d'essieux, de haches plutôt, sur un point là, nous avions demandé aux forgerons de nous aider. Nous avons demandé au district de nous donner de l'acier pour que le forgeron en fasse des outils. Question. Donc, voilà pour les outils. Qu'en est-il des vêtements, de tissus pour les besoins quotidiens? En tant que chef de ces endroits, avez-vous reçu de tels matériaux et qui vous les a envoyés? Réponse. Les vêtements ont été remis à chacun. Chacun a reçu 2 ensembles de vêtements. Il y avait une unité de couture, de tissage qui s'occupait de faire des vêtements pour les gens de la coopérative. Groupe de couture. Il y avait aussi un groupe de tissage qui tissait les kramas ou écharpes pour la coopérative. Et ça, c'était aux endroits où je travaillais précédemment. Quand nous sommes arrivés à B3, ces fournitures étaient remises par le comité du district. Car nous n'avions pas d'unité pour fabriquer ces items. Et après quelques mois, nous avons dû partir. Le président. Merci. Vous avez parlé de votre mise en œuvre des plans du parti. Avez-vous jamais reçu des instructions de l'échelon supérieur de respecter le quota des 3 tonnes par hectare? Et si c'est le cas, où ce quota a-t-il été appliqué? Réponse. Sous le régime de Pol Pot, il y avait le principe. Nous avions le
principe de la concurrence avant 1976. Et chaque coopérative devait produire 3 tonnes par hectare. J'ai moi aussi participé à cette concurrence avec d'autres coopératives. Et aussi, nous devions faire de l'engrais sur la base d'excréments de vaches, et aussi de compost. Et il s'agissait d'une compétition, en fait. Et ma commune a gagné le premier prix. Nous pouvions produire 3 tonnes par hectare. Nous avons réussi à produire 126 seaux de riz. 126, mais moi j'ai dit à l'échelon supérieur, au district, que nous n'en avions produit que 113. Autrement dit, nous n'avions jamais pu, se reprend l'interprète, accomplir les 3 tonnes par hectare. Et c'est ainsi que j'ai pu accomplir cela en donnant du riz à manger aux gens plutôt que du gruau. Question. Avez-vous jamais reçu de la part de l'échelon supérieur des instructions d'envoyer du riz dans d'autres endroits ou vers l'échelon supérieur? Je parle ici de la production rizière uniquement. Vous dites que l'on vous a demandé de produire 3 tonnes de riz par hectare. Vous dites que vous étiez en mesure de le faire, que vous y étiez parvenu. L'échelon supérieur vous a-t-il donc demandé de transférer ce riz ailleurs pour nourrir d'autres endroits ou de l'envoyer à l'échelon supérieur? Réponse. Comme je l'ai dit, dans la commune de Watanac, comme je vous l'ai dit, nous avions une bonne production, mais le riz n'a pas été envoyé nulle part. Moi, j'ai été ensuite transféré à la commune de Sambo. À Sambo, nous n'avons pas envoyé de riz, où que ce soit. Je me souviens qu'il fallait mesurer le riz à un moment donné, car 2 personnes de la section économique y a été affectée, ainsi que quelqu'un responsable de la sécurité. Et je leur ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de mesurer la quantité de riz, qu'ils n'avaient qu'à prendre mon rapport et qu'ils pouvaient y lire les détails. Et ils ont accepté. Donc, il n'y a pas eu de mesure et de besoin ni de transfert de riz à d'autres endroits. Et nous avons pu nous arranger pour éviter toute pénurie de nourriture. Quand j'ai quitté la commune, après avoir quitté la commune de Watanac, j'ai su par la suite que des gens étaient allés à la commune pour envoyer le riz produit dans cette commune. Le président. Merci. Nous apprécions ces renseignements. Nous avons reçu déjà certaines informations, mais nous avons besoin de précisions. Vous avez dit que lorsque vous étiez secrétaire de commune ou chef de coopérative ou chef de B3, vous maintenez que vous avez toujours permis aux gens de manger du riz. À d'autres endroits, les gens mangeaient du gruau.
J'aimerais donc savoir, savez-vous que les gens autour, savez-vous si dans les autres coopératives ici de travail autour de la vôtre, les gens travaillaient plus fort mais mangeaient moins? Car s'il y avait une catastrophe naturelle, toutes les coopératives auraient été touchées. Donc, pourquoi les autres coopératives avaient des pénuries de nourriture alors que la vôtre jouissait d'une abondance de nourriture? Réponse. En effet, il y a eu des pénuries de nourriture dans certains endroits. Par exemple, quand j'étais à la commune de Vatanak, le village de Chroy Bantir avait de graves problèmes de pénurie de nourriture. J'ai remarqué le problème. Je leur ai donné des pommes de terre ou des bananes que l'on faisait pousser au bas de la colline. Nous leur en avons donné. Nous ne savons pas pourquoi eux avaient de la difficulté à avoir assez de nourriture, car nous avions les mêmes conditions agricoles. Dans certains districts, il n'y avait pas de problème de nourriture, car s'ils mangeaient du gruau, c'était un bon gruau. Le président. Vous venez de dire que l'on a demandé à mesurer la quantité de riz dans les entrepôts dans chacune des coopératives ou communes. Et que vous avez cherché à fausser les calculs pour pouvoir permettre aux gens de manger. Savez-vous si cela s'est produit dans d'autres endroits et si du riz a été retiré de la coopérative? Que s'est-il passé ailleurs? Réponse. Comme je l'ai dit, à Vatanak, en 1976, nous avons dépassé les 3 hectares, les 3 tonnes d'hectares, les 3 tonnes de riz par hectare. Chaque village avait son propre entrepôt. Mais il fallait envoyer une grande partie du riz. Je ne savais pas où cela a été envoyé. Tout ce que je sais, c'est que dans la commune de Vatanak, on a retiré la majorité du riz et ensuite les gens ont mangé du gruau. Le président. Merci. Vous avez aussi parlé de ces membres du district responsables du commerce. À quel commerce faites-vous référence? Pouvez-vous nous décrire? Pouvez-vous nous décrire les activités commerciales à l'époque du Kampuchea démocratique? Réponse. Sous le régime du Kampuchea démocratique, eh bien, avant 1975, de l'argent était encore en circulation. Il y avait donc une section du commerce dans chaque district. Les marchandises étaient distribuées, étaient transportées, y compris le sel, les médicaments et les autres produits de première nécessité.
c'était transporté de la commune vers le district. Et au niveau de la district, même chose. En 1974, le marché privé n'existait pratiquement plus. Et il n'y avait plus d'argent en circulation. On n'utilisait pas l'argent. La population n'utilisait pas l'argent, même si la section du commerce utilisait de l'argent. Question. Avez-vous jamais obtenu des informations de quelque source que ce soit? Parce que vous avez dit que vous connaissiez beaucoup de gens qui travaillaient dans le secteur 505. Donc, avez-vous reçu des informations sur le transport du riz ou sur l'exportation de riz vers des pays étrangers? Réponse. Je ne sais rien à ce sujet. Je sais juste ce qui s'est passé en tant que chef de commune. Je sais que là où j'étais, du riz a été emmené depuis la commune de Watamac. Le président, merci. Nous allons suspendre les débats jusqu'à 13h30. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin et à son avocat pendant la pause et les ramener dans le prétoire pour la reprise des débats. Agents de sécurité, veuillez conduire messieurs Nonchea et que Sampan à leur cellule temporaire et les ramener dans le prétoire avant 13h30. L'audience est levée.